Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Venez vous installer. Laurence de Villers, qui est peut-être dans la salle. Elle n'est pas là. Très très bien, d'accord. Je suis ravi de la prendre à vos côtés. François, je vais vous laisser la main aux côtés d'Isabelle Ril, qui est la directrice de Prairie, Paris Artificial Intelligence Research Institute, chercheur à l'INRIA, et Philippe Limantour, qui est le directeur technologique et cybersécurité chez Microsoft. Régalez-nous, cher François, on va parler ensemble de l'AI générative, un Big Bang pour les entreprises et la société. Est-ce une menace fantôme? À vous de nous rassurer, je l'espère. Merci à vous et bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Alors, comme on vient de le dire, on va parler d'IA générative. On va parler, nous, pas des images, donc Stable Diffusion, Stability AI, ça va être des choses qu'on va parler, qu'on va mettre un peu de côté. Nous, on va surtout se concentrer sur les LLM, les Large Language Models, qui sont, dont ChatGPT et GPT-4 est un des plus importants. Voilà, peut-être pour commencer, on a cette image que c'est un Big Bang. On en a discuté depuis le début de la journée. Qu'est-ce qui différencie cette fois des autres effets de hype? Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'un Big Bang ou est-ce qu'on est plutôt sur une évolution continuelle, un point? Isabelle, je vous donne la parole peut-être. Bonjour, bonjour à tous, merci. Alors, d'un point de vue chercheur plutôt, la sortie de ChatGPT n'a pas vraiment été une grande surprise puisque les modèles de langue qui sont derrière, donc vous avez mentionné GPT-3 et version et GPT-4, sont des modèles qui étaient connus et qui étaient sortis quelque temps avant et qui s'inscrivent effectivement dans une évolution. Alors, ils sont très performants, ils sont beaucoup plus performants que ce qui était vu avant. Donc ça, effectivement, c'est une grande avancée. Par contre, ce n'est pas forcément une révolution. L'interface, par contre, a été relativement surprenante parce qu'elle a résolu beaucoup de problèmes qu'on ne savait pas résoudre jusqu'à aujourd'hui de dialogue, de suivi de la conversation. Et ça, je pense que ça fait partie vraiment de ce qui a fait l'engouement pour cet outil et ce qui a fait aussi qu'il se répande très très vite dans la population. Parce que d'un seul coup, ces modèles qui étaient encore une fois connus dans les laboratoires par les gens, on va dire avisés du métier, se sont retrouvés dans les mains de tout à chacun et que les personnes ont pu essayer, jouer, poser des questions, s'habituer un peu. Et donc là, ça a vraiment été une grande démarque par rapport aux autres outils qui avaient été faits avant. Philippe, donc chez Microsoft, vous avez misé à fond dessus. Vous êtes, on peut dire, en pointe, même si vous êtes suivi d'assez près par certains concurrents. Pourquoi avoir décidé de miser et pourquoi maintenant? Je pense que sur ces nouvelles évolutions d'IA, nous, on se pose surtout la question d'un point de vue d'engagement pour s'engager à développer et à mettre en pratique des IA qui soient responsables, avec trois grands objectifs. Le premier, c'est de concevoir et d'utiliser et de mettre à disposition ces IA responsables. On voit que dans l'histoire technologique, on a rencontré déjà de plusieurs innovations ou ruptures technologiques et qu'à chaque fois, ça a nécessité de nouvelles règles du jeu. Je pense que les initiatives, on va dire, autorégulatrices d'entreprises responsables aujourd'hui vont dans la voie de faire évoluer ce cadre législatif. Ça va permettre également de s'engager à comprendre comment cette IA peut faire progresser la compétitivité internationale et la sécurité nationale. On pourrait souhaiter que ça soit autrement, mais aujourd'hui, la supériorité technologique, elle a une empreinte forte sur cette compétitivité internationale et sur la sécurité nationale. Et enfin, troisièmement, nous assurer que cette IA est au bénéfice de la société dans son ensemble, qu'elle vient contribuer au respect, à l'équité, à l'inclusion, au bien-être et à la compétitivité de manière inclusive de l'ensemble de la société, des entreprises et des individus.
Pour peut-être poser aussi un petit peu autrement, par rapport à cette temporalité, qu'est-ce qui fait que ce chat GPT et GPT-4 vous a poussé à intégrer, parce que les intégrations de cette technologie, donc vous avez annoncé Copilot pour Microsoft 365, Copilot pour GitHub, qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que vous décidez de faire cette intégration et que vous ne l'avez pas fait, par exemple, Isabelle mentionnait GPT-3 qui était en 2020, pourquoi maintenant et pas avant ? Comme le disait Isabelle, je pense que ces nouvelles technologies sont une nouvelle manière d'interagir avec les outils numériques, qui est très différente de celle qu'on avait jusqu'ici, où il fallait être un ou une technologue pour accéder à ces outils. Et finalement, ça accroît l'inclusion aussi d'une certaine manière. Ça facilite l'interface avec les outils, et donc ça permet de développer de nouveaux usages plus larges. Je pense qu'on est à la rencontre entre une nouvelle famille de capacités technologiques et une nouvelle famille d'usages, parce que ce dialogue est facilité avec ces nouvelles IA. Isabelle, je me retourne vers vous. On parle beaucoup de GPT-4 qui, en plus d'effets de communication, il y a cette traduction en produit dès maintenant. Le reste du paysage de l'IA est-il vraiment derrière, ou y a-t-il déjà des modèles qui peuvent concurrencer GPT-4 ? Alors, concurrencer en direct, en frontal, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a eu quelques annonces, effectivement, de modèles concurrents, mais également par des grands groupes. Côté plus public et ouvert, il y a eu la publication, il y a quelque temps, d'un modèle qui s'appelle Bloom, qui a été créé par un groupe de chercheurs internationaux, et avec quelques entreprises, en particulier Hugging Face. Ce modèle est d'une taille comparable à GPT-3. Il a des résultats inférieurs, au sens pas aussi performants, mais on va dire dans la même catégorie. Il s'aligne dans la même catégorie de modèles, en ayant quelques caractéristiques spécifiques. Il a effectivement été développé par des chercheurs, et c'est un modèle qui est en open science, donc qui est à la disposition de la communauté. Donc ça montre quand même qu'on peut aller dans cette direction sans forcément être un des géants, et également que tout ça se fait en commun. Parce que ce n'est pas un chercheur seul, ce n'est pas une start-up seule, et surtout il faut aussi des moyens de calcul. Et dans les différents points qui ont été financés par le gouvernement français, alors le ministre en a mentionné quelques-uns tout à l'heure, mais il y a eu aussi un supercalculateur qui s'appelle Jean-Zé, qui se trouve hébergé sur le plateau de Saclay, qui est à la disposition de la communauté scientifique et des entreprises sous certaines conditions, et qui met à disposition des moyens de calcul qui, encore une fois, ne sont pas comparables à ceux d'un OpenAI, mais permettent quand même de réaliser des choses. Et donc, si je ne me trompe pas de mémoire, il doit y avoir 5 millions d'heures de calcul qui ont été gratuitement apportées à ce projet par le gouvernement. Donc c'est vraiment une initiative globale. Pour parler... Oui, excusez-moi, Philippe, vous voulez réagir ? Non, je vais dire qu'on avait effectivement, nous aussi, construit un supercalculateur qui est le 5e le plus puissant connu, en tout cas aujourd'hui, pour ces usages. C'est aussi important de comprendre avec ces nouveaux modèles que jusqu'ici, on avait besoin d'un modèle, pratiquement par cas d'usage, par domaine de mise en application, voire par langage utilisé. Et qu'aujourd'hui, avec un seul modèle, qu'on appelle un modèle fondationnel, qui a été pré-entraîné, qui n'a plus forcément besoin d'être réentraîné, on peut couvrir avec un seul modèle beaucoup de cas d'usage, beaucoup de langues différentes d'interface et beaucoup de domaines d'application. Et ça, c'est la grande nouveauté, je pense, de ces modèles. Oui, c'est d'ailleurs ce que vous faites chez Microsoft en réentraînant sur de plus petits modèles, que ce soit pour Copilot ou plus récemment pour Bing. À chaque fois, c'est juste des petits ajustements, c'est bien ça ? Alors en fait, non, c'est ce qu'on faisait avant avec l'IA. Aujourd'hui, avec ces modèles, on est plutôt à mettre en place les contrôles qui permettent de piloter finement ces modèles. Ce modèle, il a d'immenses capacités. Il peut aussi faire des erreurs parce que comme son nom l'indique, c'est un modèle génératif. Donc, dans le cas des langages, il devine le prochain mot, puis le mot d'après. Et donc, si on ne lui donne pas la bonne consigne, le bon guide de mise en œuvre, la bonne information, ce modèle, il fait ce qu'on lui a demandé de faire, il génère des mots, et donc il va générer quelque chose qui est peut-être complètement hors sol. Donc le travail qui est fait, c'est vraiment de partir du modèle préentraîné,
de ne pas retoucher ce modèle, mais de mettre en place des mécanismes en amont qui permettent de contrôler, d'affiner, de compléter ce guide, ce prompt, cette information qui est donnée au modèle, de manière à le guider sur un fond d'information qui est cerné. Donc si je suis sur Bing, c'est l'information qui vient de la question que j'ai posée. On a été chercher des informations sur Internet et on demande au moteur de ne répondre que si l'information permet de répondre à la question et sinon de dire « je ne sais pas ». Ce qu'on va faire également dans des documents internes, et ce qui est à complètement dissocier de la manière dont certains ont utilisé le modèle jusqu'ici sur d'autres plateformes, notamment celle d'OpenAI, où quand on pose le modèle, souvent on vient chercher de l'information qui est intrinsèquement dans le modèle, parce que ce modèle, on lui a donné beaucoup d'informations, mais ce modèle, il est fait pour traiter de l'information, il n'est pas fait pour restituer de l'information. Donc il ne faut pas lui poser des questions, il faut lui donner un contexte, une information, un guide, il faut lui demander de répondre, donc de traiter ce contexte et cette information uniquement sur ce cadre. Et là, on va limiter fortement les dérives ou la réponse hors contexte. Et en le guidant, on va lui donner un usage, fabriquer du contenu, faire du résumé, comprendre, extraire des informations d'un texte. Voilà. Donc c'est vraiment le même modèle, mais encadré, contrôlé, de manière à ce qu'il soit le plus possible dans le cadre qu'on attend de réponse dans le contexte ou dans le produit concerné. Justement aussi pour empêcher ces débordements, on parle d'hallucination, vous avez aussi vous avez décidé, on verra si vos concurrents ont cette même approche, vous avez décidé d'avoir l'approche copilote, donc un assistant qui ne fait que suggérer, qui ne donne pas de réponse à prendre argent comptant. Est-ce que pour vous c'est une nécessité pour les applications aux entreprises? Alors en fait on s'appuie nous sur des travaux qui remontent à plus de 7 ans chez Microsoft Research sur ce qu'on appelle l'IA responsable, et donc un cadre, des processus, des règles qui ont été implémentés il y a plus de 6 ans déjà dans l'ingénierie Microsoft. Donc c'est dans le cas de tous les produits, ça suit ces règles. La première règle, c'est de regarder quels sont les cas d'usage qu'une personne souhaite réaliser avec ces modèles, et de demander à vérifier que ces cas d'usage sont conformes ou sont éthiques ou sont responsables. Si ce n'est pas le cas, ne pas donner accès. Donc quand vous allez sur la plateforme Microsoft Azure pour avoir accès à un de ces modèles OpenAI, vous avez un formulaire à remplir et on ne donne pas, c'est pas porte ouverte, on ne donne pas systématiquement l'accès à ces modèles. D'autre part, il y a un certain nombre effectivement de contrôles et de cadres, dont un qui est cette logique de copilote qui est plus qu'un nom ou qu'une marque, qui est vraiment un principe fort de l'IA responsable, qui est de dire que toute IA qui intègre ce type de modèle doit être contrôlée, pilotée par un être humain. L'être humain doit être la deuxième ligne de défense, si on veut, puisque ces modèles, ils génèrent, encore une fois, ils essayent de deviner ce que la personne a demandé comme information ou comme réponse. C'est à la personne de s'approprier cette information, de comprendre si cette information est bien celle qu'elle attend dans le contexte, de la critiquer et de l'utiliser. Donc jamais, dans aucun de nos produits, avec donc cette principe d'IA responsable, on va faire d'automatisation de bout en bout. On va toujours avoir cet humain, cette logique de copilote qu'on retrouve dans chacun de nos produits aujourd'hui. Isabelle, de votre côté, quand on a discuté en amont de cette table ronde, vous avez beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir une éducation autour de ces usages de GPT-4, enfin de GPT, des modèles de langage. Quel message il faudrait passer auprès des élèves? Je pense qu'il y a une nécessité absolue d'éduquer l'ensemble de la population, c'est-à-dire pas les spécialistes en informatique ou même en IA, à comprendre et à traiter avec respect, entre guillemets, les objets qu'ils manipulent, au sens avec la distance nécessaire. Alors c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour les grands modèles de langue, c'est vrai pour le numérique en général, je pense. Et donc, il faut apprendre aux gens à avoir un regard un peu critique, ou en tous les cas garder leur bon sens, lorsque justement un résultat arrive. La plupart de ce qu'on appelle IA aujourd'hui est basé sur de la statistique, du machine learning statistique. Et donc, le principe de base, c'est que parfois, eh bien, on est dans les cas d'erreur. Et quand on dit qu'un modèle est juste à 99%, voire 99, vous ajoutez autant de 9 que vous voulez derrière, ça veut dire que de temps en temps, il y a une erreur.
Et je pense qu'on n'a pas, dans le système éducatif français en particulier, beaucoup de culture de statistiques dans les années de collège et de lycée. Et donc les gens ont l'habitude un peu, au sens commun, de considérer que bon, si c'est vrai à 99%, ça sera vrai pour moi. Et bien non. Et donc le risque, c'est ça. Et le risque, effectivement, c'est d'avoir une espèce d'acceptation systématique des résultats qui sont fournis par l'IA. Et ce n'est pas que pour l'IA, parce qu'on focalise beaucoup sur l'IA. Si vous avez lu un article dans la presse, chez un de nos confrères il n'y a pas très longtemps, sur les croyances des jeunes en France, et donc avec un certain nombre de réponses assez étonnantes, et en particulier le fait que pour un certain nombre de personnes, la tranche, ça doit être entre, je ne sais plus, 14 et 25 ans, quelque chose comme ça, la véracité d'une information se mesure au nombre de followers de la personne qui l'a produite. C'est quand même assez aberrant qu'on en arrive là. Et donc, quelque part, la vérité semble avoir perdu beaucoup de place, d'importance sur la scène, ce qui est effectivement absolument révoltant et inquiétant pour les scientifiques. Il faudrait ramener les gens vers ça, et ça commence très très tôt. Il n'y a absolument aucune raison pour moi de craindre la technologie à partir du moment où on sait l'utiliser. Là où ça devient très dangereux, c'est quand on se met à en faire n'importe quoi. Alors effectivement, on peut parler de défense ou de sujets importants, mais rien que basiquement, un enfant qui reçoit une information d'un robot compagnon ou d'un moteur de recherche doit avoir l'éducation nécessaire pour la regarder avec une certaine réserve. Justement, Philippe, c'est quelque chose qui est parfois reproché à Microsoft dans cette approche. Donc, comme vous avez dit, il y a beaucoup vous préparez en amont pour éviter les débordements, mais il y a quand même une part qui est de jugement qui est laissée à l'utilisateur. Comment est-ce que vous encadrez ce risque et comment vous réfléchissez à ce risque ? Comme je disais tout à l'heure, en nous engageant à développer cette IA responsable avec ce framework, à contrôler l'accès, à contrôler l'usage qui en est fait, ne pas donner accès si ce n'est pas le cas, à mettre en œuvre cette logique de copilote pour que systématiquement, et que ça soit très clair, que ça ne soit pas caché dans les interfaces, il faut vraiment aller appuyer sur un bouton pour lancer la demande d'information, il faut appuyer sur un bouton pour ramener l'information par exemple dans un mail avant d'aller ensuite appuyer sur un bouton pour envoyer ce mail à quelqu'un. Donc être très clair dans le processus, bien décomposer ce processus. Après, c'est effectivement l'affaire aussi, et c'est pour ça qu'on communique beaucoup également à la communauté open source et sur tous ces principes, ces guides, ces processus, des formations qu'on a développées pour que les entreprises et les utilisateurs mettent aussi en œuvre ces principes d'IA responsable, parce que c'est une chaîne de bout en bout. Nous, on a pris un modèle qu'on a encapsulé avec cette sécurité, cette conformité, protection des données. Les données ne sont pas réutilisées pour entraîner des modèles, elles ne sont pas diffusées, c'est celle du client. Elles restent, les données, les métadonnées, dans la région dans laquelle le client a choisi de déployer. Mais à un moment donné, il y a un client et un utilisateur ou des utilisateurs au sein du client. Et donc, même si on met tous ces cadres, il y a quelqu'un à un moment donné qui effectivement doit exercer un esprit critique pour appuyer ou pas sur le bouton, ou pour modifier ou pas l'information. Et ça fait partie de l'éducation, mais c'est la même chose finalement que quand vous êtes dans une réunion et que vous jugez, il y a eu beaucoup d'expérience sur le sujet, que vous jugez que la personne qui est en face de vous est experte, a une certaine autorité, vous êtes plus enclin à faire confiance à cette personne. C'est un esprit critique qui doit être exercé, qui doit être éduqué. On doit donner des exemples aussi concrets des erreurs qui peuvent être produites. Quand on pose mal la question, on obtient une mauvaise réponse. C'est vrai dans la vie et c'est encore plus vrai avec ces systèmes. Isabelle ? Oui, je vais réagir. Je pense tout à fait que la démarche, effectivement, de ne pas lancer systématiquement les choses sans que les personnes qui l'utilisent le sachent, de garder les données dans leur contexte, etc., c'est formidable. Mais, il n'y a pas de mais, c'est formidable. Le problème, c'est que les gens n'en ont pas conscience. Et effectivement, aujourd'hui, dans les entreprises, j'aimerais savoir combien de personnes se sont amusées avec l'interface fournie au grand public en se disant, tiens, peut-être que j'ai un document, je sais pas, un document légal à traduire, peut-être que ça irait plus vite, c'est marrant, qu'est-ce que ça va faire ? Personne ne s'est posé la question de ce qui se passait
de où partaient les données dans ce jouet qui a été mis à disposition de la planète. Et ça fait un peu penser aux gens qui ne lisent jamais les petites lignes en bas des contrats. Et c'est dramatique. Il doit y avoir une collecte d'informations phénoménale qui s'est produite de cette manière-là. Oui, c'est le cas avec des produits comme le portail OpenAI. C'est très clair dans leur pas si petite ligne que ça, mais toutes les données qui sont mises peuvent et seront utilisées par les chercheurs pour améliorer le modèle. C'est pour ça que nous, on encadre ça avec cette capsule de sécurité et de conformité. Mais voilà, il faut que les gens soient suffisamment éduqués. On fait le travail, en tout cas nous, avec nos clients et nos partenaires, hein, de systématiquement d'expliquer, de donner les moyens qu'ils puissent expliquer ça à leurs utilisateurs également. C'est quelque chose de fondamental à faire véhiculer. Quand on prend un moteur de recherche comme Bing, on va avoir un peu plus qu'avant, au sein de la réponse, quelle partie de la réponse correspond à quelle source qu'on peut aller regarder, savoir si c'est une source à laquelle on fait confiance. Après, on est dans le jugement humain, et là, on sort du cadre de l'utilisation de l'IA, savoir si on pense comme la réponse qui est proposée. En général, quand la question est bien posée, on a également des arguments et des contre-arguments dans la réponse avec des sources contradictoires pour justement donner son esprit critique. Ça fait partie des façons dont on reconstruit ces fameux prompts. Si j'ai une simple question, essayer d'enrichir ce prompt sans que l'utilisateur le voit, mais pour affiner la question de manière à produire un résultat qui soit le plus complet, le plus contradictoire possible, par exemple. On a beaucoup vu là le verre à moitié vide. Si on regarde le verre plutôt à moitié plein, chez Microsoft, ça se voit, vous croyez que ça va, dans le discours, ça va changer le travail, on va changer la productivité, on va améliorer la productivité. Peut-être Philippe, pour vous, quel va être le premier impact de l'IA sur le travail et jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? On ne peut pas prédire ce que va devenir le marché du travail ou l'impact de ces technologies. On s'est posé la question dans l'histoire déjà à plusieurs reprises. Ce qui est certain, c'est que on voit par exemple avec l'utilisation de GitHub Copilot, les sondages qui sont faits nous montrent qu'à la fois les développeurs gagnent en productivité, mais également gagnent en satisfaction. Et donc on vient rendre les gens plus créatifs, on vient rendre les gens plus curieux, on les assiste avec un accompagnement sur des tâches qui sont fastidieuses. Si je prends le cas du développeur, concevoir l'algorithme, être certain que cet algorithme correspond aux besoins, au cadre de l'entreprise, ça reste du domaine du développeur. Donc on est vraiment dans l'assistance. Après, je vois beaucoup d'intérêt aussi à ces technologies dans l'inclusion, sur laquelle on est très engagé chez Microsoft et notamment en France, avec des écoles d'IA, des écoles cyber notamment. L'IA, c'est le sparring partner parfait pour s'entraîner à faire des dictées, à comprendre un texte en français. Il y a beaucoup de gens qui sont exclus aujourd'hui parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Ils ne peuvent pas accéder à des postes, à du travail, où ils sont exclus de la société civile parce qu'ils ne comprennent pas l'interaction avec les services publics. L'inclusion également parce qu'il faut une certaine éducation aujourd'hui pour savoir où chercher l'information, pour acquérir cette information, et avec cette interface plus simple, qui comprend finalement les mots, même s'ils sont plus simples que j'exprime, et qui est capable d'aller chercher cette information et de me l'exposer dans des mots qui peuvent également être simples si je le souhaite. Ils peuvent me vulgariser des choses qui sont complexes, et puis quand je commence à bien comprendre ces concepts, poser des questions de plus en plus complexes avec des mots spécifiques. Donc l'accès à l'information. Et puis l'accès au travail par la capacité à ramener finalement ce qui fait la valeur humaine, son ingéniosité, sa créativité, et pas forcément uniquement le par cœur ou la capacité à réaliser que des tâches répétitives. Isabelle, vous m'avez dit notamment avoir testé, parce que ces usages, j'ai l'impression, n'ont pas forcément d'impact direct sur votre travail de recherche, mais vous avez dit avoir quand même été assez impressionné par le côté développeur. Alors oui, alors c'est pas dans le monde de la recherche, c'est pas forcément demain que ça va, encore qu'on peut toujours imaginer des choses amusantes. Le monde du travail, c'est quelque chose qui est pas mon domaine de compétences, au sens où effectivement ça relève plus de la sociologie, etc., que de la recherche technique pure. Ce qu'on peut espérer en tout état de cause, ce qu'on pense nous, c'est que
bien utilisée, l'IA peut améliorer un certain nombre de choses. Donc, il y en a un certain nombre qui viennent d'être cités, je ne vais pas répéter. Surtout utilisée comme outil, effectivement, pour supprimer des tâches répétitives et gagner du temps pour d'autres tâches de plus haute valeur ajoutée. Alors évidemment, ça dépendra de la manière dont les gens s'en emparent, parce que vous pouvez très bien agiter le chiffon rouge des pertes d'emploi. Il y a vraiment une transformation globale à faire, mais encore une fois, les chercheurs en sciences fournissent les outils. Alors, ils doivent aussi avoir la mesure nécessaire pour réfléchir à l'usage qui va en être fait, pas faire n'importe quoi. Mais ensuite, c'est l'ensemble de la société qui doit s'en emparer et voir dans quel monde on veut vivre notre avenir et les placer. Ce qui a été mentionné effectivement sur, par exemple, la création, je ne sais pas moi, d'un site web, est-ce que l'important c'est l'idée de la manière de présenter les choses, des concepts à mettre en avant, de comment attirer l'œil qui est important, ou alors le fait de l'encoder dans un langage de programmation, ça peut se discuter. Donc il y a vraiment un certain nombre de tâches qu'on peut imaginer effectivement confier à une IA, encore que, là où je serais peut-être un peu plus prudente que vous, c'est que ça me semble encore à un stade un peu précoce, en tous les cas dans la qualité des résultats, etc., pour le mettre dans la main justement des gens qui la comprennent un peu moins bien. Philippe, je vous laisse avec le mot de la fin. Oui, alors ça c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, sur ces nouveaux services, comme d'habitude, mais avec de la technologie qui peut être un peu disruptive, on fait d'abord des mises en service sur invitation, avec un jeu de clients restreint, pour observer les usages, observer la façon dont les gens s'approprient les choses, s'ils comprennent effectivement la séparation entre l'assistant de ce qu'ils font, que ça soit bien dissocié. Puis il y a une deuxième vague d'ouverture un peu plus large, mais également restreinte. On continue à regarder comment une plus grande partie d'utilisateurs s'approprient les choses, comment ils essayent aussi parfois de détourner les usages pour mettre en place les bons contrôles et faire évoluer les cadres avant de mettre sur le marché ces produits. Donc c'est important qu'il y ait cet échange entre les utilisateurs, la société, public, privé, les organismes de recherche. On est dans une phase aujourd'hui quand même d'observation encore, d'appropriation de ces nouvelles technologies. Et donc, il convient à la fois de regarder quels usages créatifs, intéressants les gens en font, comment ils essayent éventuellement de les détourner pour mettre les contrôles nécessaires afin d'éviter ces usages non responsables, de manière à ce qu'on puisse avancer à la bonne vitesse pour produire cette compétitivité, cette productivité, mais aussi ce meilleur être, cette meilleure inclusion, cette meilleure équité au sein de la société, notamment de la France. Merci beaucoup à vous deux. Peut-être qu'on se reverra l'an prochain pour IA générative, perte d'emploi ou semaine des 32 heures. Ce sera peut-être un sujet. Je vous laisse la parole. Merci. Et ça peut être une belle promesse. Merci François Manins. Merci Isabelle Ril. Merci Philippe Limantour. On va vous raccompagner. N'hésitez pas à rejoindre vos places via l'escalier, ici de côté. On va...